En tant que consultant, j'ai accompagné une trentaine d'organisations en 15 ans. Ces transformations étaient souvent connotées, dites agiles ou DevOps. Assez proche des CTO et des Head-Off, je leur portais conseil, j'accompagnais des managers et des chefs de projet, et on mettait en place de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes avec les leaders dev, leaders techniques ou les profils DevOps. Au bout de mois, en général, le sponsor, le commanditaire, vient me voir et me dit la chose suivante. Geoffrey, je sens que ce que tu fais, c'est utile pour la société. Merci beaucoup. Cependant, on aimerait s'assurer que ce que tu mets en place nous rend plus productifs. Comment on peut s'assurer que tes nouvelles méthodes pratiques nous rendent plus performants? En tout cas, on te remercie pour tous les efforts que tu fournis pour notre société. Ici, ce qui se passe, c'est que le commanditaire, le sponsor, me demande à un moment de me montrer, de prouver, pour qu'il se rassure que ce qui est mis en place marche, et donc il me demande des indicateurs. Ce sont des indicateurs clés pour lui, de performance, indicateurs clés de performance en anglais, Key Performance Indicators, ou encore KPI. Mais il y a un petit problème. Très souvent, ces KPI sont issus d'une approche dite top-down. La direction définit donc une stratégie. Cette stratégie arrive au niveau du management, et puis le management dit aux équipes ce qu'il y a à faire. Et c'est ainsi que les équipes se retrouvent avec des KPI imposés sans même avoir été consultées. Et on se retrouve avec des situations relativement aberrantes. Voici 3 cas. Première situation, une DSI d'environ 350-400 personnes, ce qui est assez énorme. La direction choisit donc d'orienter sa stratégie sur la qualité. La qualité, côté management, devient qualité de code. Et au niveau des équipes, ça devient une mesure de la couverture de code. Et c'est ainsi qu'en un trimestre, 12 équipes back-end, 80 personnes, se retrouvent à devoir avoir une couverture de code de 80% sur leurs produits. Au secours, mon manager me demande des KPI. Évidemment, leur flux de travail ne diminue pas, ils ont toujours autant de besoins métiers auxquels ils doivent répondre. Deuxième situation, dans une entreprise plus petite, 50 personnes à l'échelle familiale. C'est une filiale qui dépend d'une maison mère. La maison mère demande toujours plus de rendement à cette filiale. Dans cette petite filiale, l'équipe Scrum, c'est 6-7 personnes, pas plus. Sous pression, le directeur de cette filiale va voir l'équipe Scrum et leur demande la chose suivante. On va devenir plus performant. À partir de maintenant, votre vélocité ne sera plus de 180 points, mais de 200. Au secours, mon manager et le PO aussi me demandent des KPI. Dernière situation, je ne l'ai entendue qu'une seule fois, mais celle-là, elle glace le sang. C'était suite à une conférence au Devox, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit « Merci Geoffrey, tu fais passer de bons messages, mais moi je me retrouve dans la situation totalement inverse. » Il m'explique qu'il était leader technique et qu'avec son équipe, malgré tous leurs efforts, il ne pouvait pas livrer entre 4 et 5 fois dans l'année. Les processus, le flux de communication dans l'organisation empêchaient cela. Eh bien, son manager lui dit la chose suivante. « J'ai découvert les Dora Metrics. C'est génial, on va devenir plus performant. » Eh bien, à partir de maintenant, ce serait bien que ta fréquence de déploiement soit 10 à la fin de l'année. Au secours, mon manager me demande des KPI. Au secours, mon manager me demande peut-être l'impossible. Aujourd'hui, je vais vous montrer que dans ce genre de situation, dans l'IT, dans le domaine de l'IT, on a encore la possibilité de réagir, de faire quelque chose. Ce qui n'est pas le cas encore dans le domaine du commerce ou dans le domaine hospitalier. J'ai donc résumé 10 ans d'expérience en une histoire. Cette histoire va reprendre des personnages qui ressemblent à des personnes que j'ai rencontrées durant ces 10 ans d'expérience. Et vous allez voir comment on peut établir une stratégie de mesure pertinente assez facilement, comment on doit et comment on peut challenger les KPI qu'on nous impose, et enfin, comment il faut faire pour aller de l'avant avec son manager. Dernier point, tout ce que je vais vous mentionner n'a absolument rien à voir avec mes fonctions actuelles. Tout ce que je vous relate, c'est 10 ans d'expérience avant 2024. On est lundi, il est 9 heures. Kevin prend son café, Kevin consulte ses mails.
Kevin est un leader technique. Il est confiant. Vendredi, il y a une mise en production. Ils sont très confiants. Ils savent ils peuvent livrer un vendredi. Ils ont 2 features à terminer, mais ils sont plutôt en avance. Il y a un post-it sur la table. Il a écrit la chose suivante. Voir le boss à 9h30. Kevin, dans le monde de la science-fiction et des étoiles, pourrait ressembler à ce personnage. C'est quelqu'un qui est très bon, qui est très doué en développement. Il est un bon support, il accompagne son équipe de 4 personnes où il les fait monter en compétences. Et il a une autre particularité, au lieu de là d'être un très bon développeur et d'un bon leader, c'est qu'il a une vision de l'architecture et il a une bonne connaissance du métier. Et en plus, il a un lien de confiance avec son directeur de projet. En termes d'organisation, au sens team topologie, il se retrouve dans ce qu'on appelle la Streamline Team. C'est une équipe qui produit de la valeur. Son produit, c'est l'étoile qui tue, l'étoile mortelle, et c'est ce qu'ils doivent livrer à la fin de son cycle de développement, apporter de nouvelles features là-dedans. Pour faire cela, il a besoin de soutien, dont une plateforme team qui livre l'infra, le réseau et éventuellement des outils dits DevOps. Par moment, il a besoin de données un peu complexes ou des choses liées à l'IA. Donc, il va demander à une Complicated Subsystem Team, des spécialistes, de fournir ce genre de données. Et l'équipe qui nous intéresse, c'est l'Enabling Team. Ils font ni infra, ni data, mais en fait, ils travaillent sur la méthodo, sur les frameworks, sur les process. J'appelle ça des catalyseurs, j'aime bien ça. Et très souvent, on y retrouve les coachs agiles ou les chapter-led. En termes de produit, il livre la version 3 du produit qui est un peu en flou derrière. Ça, c'est l'ancien directeur de projet. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça ne s'est pas bien passé avec les premières versions. Et il a dû être remplacé par un nouveau directeur de projet qui ressemble un peu à ça. D'ailleurs, il est 9h30. Kevin va dans le bureau de son nouveau directeur. Il sent que son directeur a un truc à lui dire. Son directeur prend la parole. Avant de démarrer, qui connaît la technique du sandwich en management? Il y en a qui connaissent? 1, 2, quelques-uns, pas beaucoup. Alors, au-delà que c'est bizarre de voir un sandwich flotter dans l'espace, ça en est clair, la technique du sandwich, c'est quoi? Donc un sandwich, c'est du pain, une garniture et encore du pain. Dans certaines stations de métro et de train, la garniture étant pas terrible, on la cache entre 2 morceaux de pain. Et bien, c'est la même chose. On vous dit quelque chose de positif, on case la chose un peu délicate à dire à la personne, et on remet quelque chose de positif. Et ça donne la chose suivante. Kevin, tu es un excellent leader, et Darkside Enterprise le sait. Cependant, là vous sentez que la garniture va être moisie. Cependant, on aimerait que tu mesures la productivité de ton équipe. Comment on s'assure que ce que tu mets en place avec ton équipe nous aide et nous rend plus performants? On a orienté notre stratégie sur la qualité. On aimerait que tu mesures ta couverture de code et qu'elle soit de 80%. Et dernier point, on a vu les Dora Metrics, c'est génial. Est-ce que tu pourrais mesurer, s'il te plaît, les indicateurs de vitesse de débit, le lead time for change, la fréquence de déploiement? Mais n'oublie pas, on te remercie pour tous les efforts que tu fournis à notre organisation. Bonne journée. Ici, dans cette situation, il y a 3 besoins de KPI qui sont exposés à Kevin. Première chose, un lot de KPI, une batterie de KPI pour mesurer la performance collective de son équipe. Ici, on est très libre, mais comment démarrer, c'est peut-être un peu délicat. Deuxième situation, un KPI connu, la couverture de code. On peut encore gratter sur qu'est-ce qu'on appelle une couverture de code, et un objectif fixé de 80%. Et dernier point, les Dora Metrics sans objectif fixé. C'est un peu compliqué ça pour Kevin. Moi, ce que j'avais vu dans ce genre de situation, c'est que premièrement, la personne, elle a une pression. On lui demande de se mesurer. Mais pourquoi mon manager me demande ça alors qu'on est performant, on livre en temps et en heure, et mon équipe me connaît? Ça met la pression, il peut se sentir potentiellement surveillé. Ensuite, il doute de lui. C'est humain de remettre en cause sa légitimité. Et enfin, il se pose la question de comment il va faire. Et ça, c'est des choses, ça peut faire sourire, mais qui datent de l'enfance. En fait, vous avez toujours eu une figure parentale ou un prof qui vous a dit « il faut que tu aies 14 sur 20 en maths ». Ouais, mais 10 sur 20, ça me suffit. Pourquoi j'irai ça? Pourquoi je devrais avoir plus? Si vous avez des enfants, vous faites une petite tablée, vous mettez des bonbons partout, vous dites « vous ne mangez que 3 bonbons ». Ça ne fait pas sens pour les enfants. Je vous promets qu'ils en mangeront plus. Et enfin, le truc qui met bien la pression. Dans 10 minutes, il faut que tu sois prêt, prête. Et en fait, dans le milieu informatique, dans notre travail, ça devient quoi?
parce qu'on se demande toujours pourquoi, parce que ça ne fait pas sens, mais ça devient ça. Un trimestre, 80% de couverture de code. C'est la même chose, ça ne fait pas sens. Au prochain sprint, vélocité de 200 points, et dans un an, ta fréquence de déploiement elle doit être de 10. Toujours pareil, manque de sens, création de frustration dans les équipes. Et je l'ai encore discuté avec plusieurs personnes qui sont présentes ici, on se retrouve toujours dans la même situation. Double peine, parce qu'on doit être acteur, c'est comment on fait. Ça met beaucoup de pression à Kevin et le vendredi, la mise en prod se passe mal. À 16h, ça plante. 19h, son équipe finit péniblement à mettre en place la production. Le client fait savoir qu'il est relativement insatisfait. Le week-end démarre mal. On est lundi, il est 9h, Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Il a la boule au ventre, il sait déjà que les nouvelles vont être mauvaises et il allume sa messagerie, il a déjà 20 notifications techniques comme quoi la mise en prod ne s'est pas bien passée. Parmi ces 20 mails, il y a un message qui a été envoyé à 2h du matin par un client qui remontre, qui repartage son insatisfaction. Il y a un post-it sur la table. Il est écrit la chose suivante dessus. Pensez au KPI du boss. Je pense qu'on s'est tous mis dans cette situation à s'enfermer sur soi-même lorsque les problèmes au boulot se cumulent. Mais là, il y a quelque chose qui va ramener Kevin un peu à la réalité, à reprendre contact, comme une petite voix qui lui fait « Hello ». Il tourne la tête et il tombe sur Eileen. Eileen, deuxième personnage principal de cette histoire. Eileen est une coach agile expérimentée. Elle va souvent en conférence, elle donne elle-même des conférences, elle voit plein de choses, elle fait des icebreakers, on n'est pas toujours à l'aise, mais ça nous aide, c'est assez intéressant. Elle travaille dans l'enabling team, l'équipe qui revoit les méthodos, les processus. Elle a un super pouvoir, elle écrit plein de trucs sur les post-it, elle est classe, on ne comprend pas toujours, mais ça aide. Et elle nous fait également beaucoup de feedback, elle nous demande même de donner beaucoup de feedback. Et elle a un temple où se ressourcer, le temple Obeya, avis aux connaisseurs. Eileen, elle est là pour aider Kevin. Elle connaît ce sujet. Et dès le lundi après-midi, elle va le prendre en main et l'accompagner et lui enseigner 3 leçons. Elle sent qu'il y a du bon en lui. Première leçon, rends clair ce qui est obscur. Ici, ils vont travailler ensemble sur la première chose, c'est les Dora Metrics, cette demande de Dora Metrics. Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, Eileen va expliquer qu'on va commencer par la définition. Une petite aparté, aujourd'hui, on voit beaucoup d'efforts et d'énergie autour d'une obsession, c'est la productivité de l'équipe de développement. Alors, petit message, au lieu de se focus que sur ça, il faudrait également challenger et mesurer la performance de nos processus, challenger et mesurer la performance de notre flux de communication dans notre organisation, et il faudrait également challenger et mesurer la capacité à notre organisation, à nos directeurs managers, à prendre en compte les vrais problèmes du terrain, les vraies réalités du terrain. Les Dora Metrics ne sont que des compteurs. Un compteur sans moteur, ça vaut rien. Positionnons un moteur, actionnons des choses, et après on peut éventuellement se mesurer. C'était un petit message. Mais il faut faire avec, on n'a pas le choix. Elle explique donc quels sont ces Dora Metrics. Il y en a 2 de débit, et je ne parle plus de vitesse. Avant, je parlais de vitesse, mais la vitesse induit d'aller toujours plus vite. Le débit, c'est quelque chose qui peut se contrôler. Et c'est plus intéressant de voir ça de cette manière. Le délai de livraison des modifications. Elle explique la définition. Lorsque vous avez une nouvelle feature qui arrive côté développeur, lorsque vous faites le premier commit pour initialiser cette feature, on démarre le compteur du lead time for change. Et celui-ci se termine lorsque vous avez livré en production. Entre-temps, vous avez des obstacles qui vous empêchent de livrer correctement, mais c'est ce temps entre le premier commit jusqu'à la mise en production. Et elle est là pour aider à résoudre tous les obstacles et à automatiser s'il faut pour aller plus vite. Fréquence de déploiement, je pense que là ça va parler à plus de personnes. Tu livres une fois dans une unité de temps, mais combien de fois tu peux livrer plus souvent dans cette même unité de temps, c'est ta fréquence de déploiement. Le débit ne va pas sans stabilité.
Dans la stabilité, il y a le délai de remise en service suite à un déploiement en échec. On l'appelle TTR ou FTTR. Imaginons pour une raison X ou Y, il y a un vaisseau spatial qui détruit votre produit. En combien de temps vous réparez? Et le dernier indicateur, le CFR, le taux de déploiement en production en échec. Vous déployez 3 fois, pardon. La 4e fois, ça tombe en erreur. Votre CFR est de 25%. Plus on baisse ce taux, plus on s'améliore. Ici, dans cette définition, il y a une chose qu'a retenu Kevin. Je vous rappelle, Hélène n'est pas du tout technique, mais elle a dit une chose qui intéresse Kevin, et il lui dit la chose suivante. Dans mon item for change, ce que tu me dis, c'est que quand mon équipe fait le premier commit, on commence à démarrer le chrono, c'est bien ça. Si je vous dis commit, si je vous dis historisation, ça vous fait penser à quoi? Qui c'est qui l'a? À quel outil ça vous fait penser? Ouais, Git. Ici, GitLog est une manière, il y a plusieurs manières de le faire avec Git, est une manière de récupérer le temps, une unité de temps qui est liée à votre premier commit. Et de la même manière, il se dit, bah, ok, bah, d'accord, mais si je mets un tag lorsque je livre en production, parce qu'on déploie de manière automatisée, bah, en fait, je peux récupérer également au moment où je livre. Exactement. Après, il y a un recalcul des temps à faire, passer en timestamp ou autre, et derrière, il n'y a plus qu'à calculer la différence de temps entre ces deux mesures, et vous avez votre lead time for change. Juste en rendant clair la KPI, en s'alignant sur la définition, Kevin peut mettre en œuvre une réponse technique pour mesurer son lead time for change. Ce n'est pas encore automatisé, c'est manuel, mais il se dit qu'il peut lancer des processus d'automatisation assez facilement. Et de la même manière, il peut calculer sa fréquence de déploiement. Dans une unité de temps, je récupère tous les tags de "prod", et ça fait ma fréquence de déploiement. Rend clair ce qui est obscur. Deuxième leçon, révèle, attention effets spéciaux, ce qui est invisible. Ici, c'est le sujet le plus compliqué pour Kevin, c'est comment mesurer la performance de son équipe, la performance collective de son équipe, sur quoi s'appuyer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a du mal des fois à valoriser nos compétences, que ce soit en entretien ou de carrière, ou lorsqu'on va faire un entretien RH. C'est tellement habituel ce que l'on fait qu'on a du mal à valoriser. C'est devenu banal. Je vous demande de faire une tarte aux fraises dans 6 mois, quand vous y arrivez du premier coup, et au bout de 2 ans, vous allez dire ouais, « non, mais c'est facile ». On ne sait plus valoriser nos compétences. Et Hélène, elle le sait. Et pour ça, elle va utiliser une technique qui marche très bien, c'est la technique d'interview. L'interview, c'est un face-to-face où on va poser une série de questions et ensuite, en prenant des notes, on va mettre en évidence les compétences et ce que fait la personne. Elle fait parler donc Kevin. Kevin lui dit, bon, on fait des tests automatisés, pas beaucoup, on en fait un petit peu. Derrière, on a des déploiements automatisés et en plus, on a une intégration continue assez robuste. On est plutôt pas mal. J'ai mis en place le système de contrôle de version, donc Git plus GitLab ou GitHub, peu importe. Bref, on versionne notre code, etc. On historise, on voit les modifications. Et enfin, on a également un bon monitoring alerting qui fait qu'en cas de panne, on est prêt à réagir. Alors, elle va plus loin. Elle va se focus sur le système de contrôle de version qu'a mis en place Kevin récemment dans son équipe. Question, comment tu implémentes ce concept? Quelle pratique implémente ce concept? Et elle le fait parler. Bah écoute, on a mis en place un processus de merge request. On a du river, du rollback, ça nous facilite la vie. On a nos commits, l'historisation des modifications. Et elle continue à le faire parler. Pratique de revue de code, Gitflow ou autre, versionning et tag, des choses classiques. Alors on va encore plus loin. Très bien, mais comment tu mesures, comment tu vois avec des chiffres que tes pratiques, elles sont actionnées? Ah, elle continue. Volume de code entre 2 merge requests, par exemple, c'est ce qu'il sort. Il dit que le nombre de merge requests, ça nous permet de voir aussi que cette pratique, elle existe. Le nombre de commits, le nombre de sessions de code review, le nombre de branches actives, ou encore le délai entre 2 versions. Mais ça ne plaît pas beaucoup à Kevin. Parce que unitairement, ces mesures, elles n'ont pas trop de valeur. Vous prenez un commit, votre commit, ça peut être un docs 2 points, changer un caractère, ou ça peut être une feature avec 100 lignes de code. Mais ce qu'explique Hélène, c'est que toutes tes métriques, toutes tes mesures, elles sont interconnectées entre elles et qu'ensemble, ça forme un tout. En fait, quand on les met bout à bout,
j'ai un volume de code entre deux merge requests, on a n merge requests avec n commit en moyenne, on fait n sessions de peer review, etc. On se retrouve à mettre en évidence quoi? Que votre pratique, elle est utile. Je vous laisse réfléchir au nombre de pratiques qui ne sont pas utiles que vous faites au quotidien. Je ne parlerai pas des réunions, évidemment. C'est une pratique aussi qui crée une dynamique. Il y a des choses qui se passent. Unitairement, ça ne vaut rien, mais collectivement, ça commence à être intéressant. Et c'est surtout une pratique qui a un impact sur ton livrable. Et là, Kevin ne comprend pas trop. Eline enchaîne. Ici, il existe en fait une étude relativement solide qui montre, qui prouve que tes concepts techniques, unitairement, ça n'a pas d'impact. Par contre, la synergie de ces pratiques a un impact quasiment obligatoire sur ta livraison continue. Ta livraison continue, elle devient petit à petit sécure, durable et rapide. Et je peux même te donner le lien. Donc là, elle donne des arguments, elle donne de la pertinence à la démarche et aux pratiques de Kevin. Elle continue. Elle lâche rien. Hein. À quoi tu vois que ta livraison continue est impactée par tes pratiques? Truc très bête. Hein. On a réparti nos connaissances. On est plus à savoir s'approprier le code. Et donc, en cas de panne en production, on est plusieurs à pouvoir agir. On ne dépend pas d'une personne, mais on est 5 à pouvoir réagir. OK, quoi d'autre? Le nombre de bugs a fortement diminué. On a une qualité de code qui est plus élevée. Très bien. Et dernier point, la confiance est renforcée dans l'équipe et on le sent au niveau de la collaboration et de la communication. Et c'est là qu'Eline a dit, écoute, tu pourras expliquer à ton manager que ce que tu mets en évidence, c'est que toutes vos pratiques, elles sont mesurables. Elle a un impact sur la livraison continue, ça c'est indéniable. Et en plus, tu vas pouvoir lui dire que ça va impacter votre performance. Pourquoi? Parce que ça va forcément, à un moment ou un autre, pas dans 3 mois, hein, mais dans 6 mois, 1 an, 2 ans, impacter tes Dorametrics que tu mesures déjà. Et derrière, tu pourras l'expliquer que vous allez être plus riche parce que ça impacte votre business. Vous allez donc pouvoir tyranniser l'univers plus rapidement et devenir plus riche plus rapidement. Ça, c'est un peu nouveau pour Kevin. Là, il prend un peu une claque. Mais cette démarche, c'est des choses qu'on a déjà mis en place avec plusieurs leaders techniques et qui marchent très bien. On met en œuvre les concepts, les pratiques et on donne des arguments. Et ces arguments sont résumés dans une seule étude. Troisième et dernière leçon. Tes alliés sont la force et non l'inverse. Ici, ils ont un gros problème, c'est qu'il y a un objectif non réaliste. C'est les 80% de couverture de code. Il sait d'ores et déjà qu'il n'y arrivera pas. Péniblement, il arrive à 58%, mais comment arriver à 80%? Il ne sait pas. Eline lui explique, mais tu n'es pas tout seul dans ton équipe. C'est quoi l'avis de ton équipe? Quelle est leur opinion? La réponse est dans ton équipe. Alors comment avoir leur opinion? Et surtout, comment ne pas influencer leur réponse? J'ai vu beaucoup de leaders techniques qui, en parlant, ne s'apercevaient pas qu'ils avaient une influence sur leur équipe. Quand j'interrogeais des équipes, beaucoup de membres se pliaient, entre guillemets, se rangeaient sous l'avis du leader technique. Et c'est dommage, parce qu'on a tous et toutes des choses intéressantes, des idées qui peuvent aider l'équipe. Alors comment faire? Et là, Eline, elle a encore un autre tour de passe-passe, un bon formulaire. Autant les chiffres, c'est de la donnée quantitative, qui est bien, mais les opinions et les avis des gens, c'est des données qualitatives. Et c'est ce qu'il faut aller chercher. Et pour cela, il faut utiliser les bases de la psychométrie. Et la référence, c'est Albert Moukébert, qui est un docteur en neurosciences, c'est très fiable. Si vous tapez psychométrie sur Internet, attention, vous allez tomber sur tout et n'importe quoi. Je vous recommande vraiment cette source. 3 règles. Mon test mesure bien ce que je veux tester. Ça a l'air bête, mais c'est facile de mettre en place des tests. On croit que c'est bien, mais en fait, ça va mesurer autre chose. On va voir ça tout à l'heure. Mon outil de mesure est fiable, pas de multi-interprétation possible ou peu. Et enfin, un cadre théorique minimum. Vous allez voir dans les formulaires, on va rajouter ce qu'on appelle les échelles de Likert, qui permet de rentrer un petit peu dans ce cadre. Un autre bon formulaire, par expérience, il est anonyme. Si vous voulez vraiment que les gens vous partagent leurs idées, il faut qu'il soit anonyme. C'est la clé. Et ne jamais oublier
un bon champ libre d'expression pour avoir de la bonne donnée. Ça, c'est magique. Ça, c'est le petit plus du formulaire. Alors Kevin va tenter. Première expérience. Est-ce que la couverture de code est un bon indicateur pour notre équipe? Oui ou non? Il y a deux erreurs majeures. Le premier, c'est le oui ou non, qui enferme tout de suite. J'ai vu dans une grosse société que je ne nommerai pas un questionnaire sur la satisfaction au travail des employés. Et ça s'est résumé à la chose suivante. Êtes-vous satisfait dans votre organisation, oui ou non? Et est-ce que vous recommanderiez votre organisation à d'autres personnes, oui ou non? Et quand vous savez que c'est la directrice du service RH qui interprète les datas, vous ne savez pas si c'est anonyme et qu'en plus elle est copine avec le directeur du système d'information, vous avez tendance à répondre oui. C'est tout de suite biaisé. Et donc, votre test ne mesure pas ce que vous vouliez tester. L'autre erreur, c'est qu'un bon indicateur, ce n'est pas précis, ça peut être interprété. Je pense que si je vous demande ce que c'est que pour vous un bon indicateur, il y a peut-être 30 réponses différentes. Alors, il faut rentrer dans un niveau de précision au-dessus. La couverture de code est un bon indicateur de la performance, même là on peut rentrer dans un niveau de détail au-dessus, de mon équipe, et je mets une échelle pour que ça soit plus granulaire. Ça s'appelle l'échelle de Likert. En général, c'est sur chiffre impair, c'est-à-dire que là j'en ai mis 6. Il y en a qui mettent 5 ou 7. Ce que j'aime pas dans le 5 ou 7, c'est qu'il y a une réponse neutre. Je suis ni d'accord ni désaccord et j'aime pas. Moi j'aime bien quand les gens se positionnent. Là, ici, on peut encore retravailler la chose. Premièrement, j'ai envie de vraiment avoir l'opinion de la personne. Qu'est-ce que toi, tu penses? Et deuxièmement, le mot « bon », B-O-N, influe également sur la réponse. Il faut que ça soit plus neutre. Dernier essai, je pense que la couverture de code est un indicateur pertinent de la performance de notre équipe, et je vous laisse répondre individuellement. Ici, on commence à avoir quelque chose qui commence à être fiable et qui nous donne de la donnée fiable. Le formulaire, les statistiques sont les suivantes, 40%, 60%. Clairement, son équipe, ils sont que 5, ok. Mais clairement, tout le monde dit que ce n'est pas pertinent de mesurer la couverture de code dans leur équipe. Mais ça ne vaut pas grand-chose. Et en fait, c'est là où il y a le petit truc magique. Et là, c'est unanime. En faisant l'agrégation des réponses, le code est non modulaire, le langage est potentiellement obsolète, et les tests sont difficilement intégrables dans le projet, pour les raisons précédentes. Et là, ce que comprend Kevin, c'est qu'avec une KPI, au lieu de la subir, il en a fait un allié. Et oui, effectivement, parce qu'en fait, ils ont fait émerger quoi? Des réalités du problème, des réalités du terrain, des vraies problématiques qui empêchent son équipe d'être performante. Alors avec tout ça, il va vite s'empresser de communiquer ça à son manager. Monsieur Dark, suite à votre demande de KPI, je vous envoie ce mail pour faire un état d'avancement. Alors Kevin, il est intelligent, il a compris la technique du sandwich. Il l'utilise. Nous avons réussi à établir une stratégie de notre performance collective. Je vous invite donc à consulter la pièce jointe. C'est le petit encadré que je vous avais montré tout à l'heure. Attention, garniture. Concernant la couverture de code, nous sommes bloqués à 58%. Mais pourquoi? À cause du manque de modularité de code, du langage obsolète, etc. Ça fait du bien à Kevin. Lui qui avait été un peu challengé par son manager à mettre en place des KPI, tout de suite, mais là, il peut défendre sa position et dire pourquoi ils sont bloqués. Et dernier point, enfin, vous serez ravis d'apprendre que nous mesurons déjà les DORA metrics, lead time for change et fréquence de déploiement. Une automatisation est en cours. Bisous. Quelques heures après, il reçoit le retour de Monsieur Dark. Cher Kevin, merci pour ton retour. Ton investissement pour DarkSide Enterprise est précieux. Attention! Technique du sandwich. Ta couverture de code est bien loin des objectifs fixés. Ça ne sera pas forcément entendable par la hiérarchie, mais on peut mettre en avant que tu mesures déjà les DORA metrics et de comment tu peux les améliorer. Ça, c'est un peu dur pour Kevin, et je l'ai déjà vu. On met en place des choses qui sont très compliquées, qui sont un peu nouvelles pour nous, et on nous demande déjà de les améliorer. C'est relativement dur. Mais il ne faut pas non plus en vouloir aux managers qui se retrouvent eux-mêmes pris en sandwich par une approche, par les réalités du terrain et la stratégie top-down qu'on leur demande. Et ils se retrouvent un peu coincés là-dedans, et ils sont obligés d'aller challenger, d'aller plus loin. C'est leur rôle. Mais c'est dur à encaisser quand même.
Concernant la stratégie de mesure, je n'ai pas bien compris. Et pourquoi on ferait confiance à cela? Il faut m'expliquer. Très souvent, avec la stratégie de mesure que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est très pertinente, hein, je l'ai mis à l'échelle chez 2 grosses sociétés, il faut quand même aller expliquer et accompagner les managers sur ce que c'est et à quoi ça sert et comment on doit l'utiliser. En tout cas, nous te remercions pour tous les efforts fournis. Et comme je vous l'ai dit, c'est un peu dur à encaisser pour Kevin. Là, c'est le deuxième moment émotion du talk. C'est un peu dur à encaisser parce qu'avec tous les efforts qu'il a fournis, il se retrouve dans cette situation et c'est dur. Et je l'ai déjà vu, et je l'ai déjà vécu, et j'ai vu d'autres personnes la vivre. Quelques jours après, il rencontre son manager à la machine de café. Il passe beaucoup de temps à la machine à café. Et en fait, il y a un petit rebondissement. Premièrement, ok, tu es bloqué à 58%, mais tu mets en évidence quelque chose qui est une problématique, un vrai problème. En fait, ce qui ne sait pas, c'est qu'Éline, le formulaire, là, elle a envoyé à l'échelle. Elle n'a pas envoyé une équipe, mais à 10, 20, 30 équipes. Elle n'a pas récolté 5 voix, mais elle en a récolté 20, 30, 40, 50, 60. Et c'est unanime, les problématiques sont les mêmes. Code non modulaire, legacy, langage obsolète. Deuxièmement, sur le lead time for change, il est quand même content, le manager, parce qu'il y a quelque chose à faire à l'échelle. On a une solution technique qui répond aux besoins des managers. On peut l'automatiser, on peut le mettre à l'échelle facile avec Git. Je veux dire, il n'y a aucune difficulté, alors on y va. Et dernier point, ta stratégie de mesure, ça met quand même en évidence une dynamique et que derrière, je dois te soutenir. Ça, je l'ai vu. Même si les managers ne comprennent pas forcément tout de suite la démarche qu'il faut l'encaisser, ils s'aperçoivent quand même qu'il y a des choses à faire et que votre dynamique, que la pertinence que vous avez derrière, elle sert et on peut faire quelque chose avec. Et ce soutien, je l'ai déjà vu, parce qu'avec tout ça, en fait, Kevin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté son mandat. Il a augmenté sa marge de manœuvre. On est lundi, il est 9 h, Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Toute cette histoire de mise en prod de KPI, c'est terminé. Il est soulagé. Il y a un post-it sur la table, et il y a écrit la chose suivante, boire un café avec Éline. Ce qu'il en tire de cette expérience, c'est qu'il a compris qu'une approche top-down, il ne faut pas la subir, il faut la compléter avec une approche bottom-up. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ici, il a mis en évidence les réels problèmes, ce qui ne marche pas au sein des équipes. Et surtout, il a rendu visible à son management. Point important. Et c'est notre rôle. C'est notre rôle de remonter ce genre de données. Mais derrière, il faut de la data. 2 types de data, des chiffres, données quantitatives fiables. Git, ça fait foi, c'est fort. Le GitOps est né sur cette pensée. Il y en a d'autres, des choses comme ça. Mais il faut trouver de la donnée quantitative fiable. De la même manière, de la donnée qualitative en masse. Pas une voix, ni 5 voix, mais 20, 30, autant que vous le pouvez. Et ça, Kevin l'a bien compris et il apprécie énormément. À travers cette histoire, vous avez pu voir qu'on pouvait mettre en place une stratégie de mesure solide. On pouvait mettre en évidence vos pratiques, ce que vous faites, comment les mesurer, et que collectivement, ça a un réel impact sur votre delivery et que vous pouvez trouver des arguments pour le montrer et le prouver. Derrière, vous pouvez également mettre en évidence assez facilement avec des formulaires les réalités du problème. Qu'est-ce qui vous freine réellement? Qu'est-ce qui freine votre performance? Et aller chercher pas qu'une voix, mais 20, 30, 40, 50. Et enfin, il comprend aussi que 3 critères d'un KPI clair, pertinent et qui fait sens. Malheureusement, ce talk ne s'appelle pas « Hey, j'ai réussi à mettre en place des KPI ». Il s'appelle « Au secours, mon manager me demande des KPI ». Et que vous aussi, un jour, votre manager vous demandera des indicateurs de performance, si ce n'est pas déjà le cas. Et comme Kevin, vous vous sentirez peut-être sous pression, surveillé. Peut-être que comme Kevin, vous douterez de vous. Et comme Kevin, peut-être vous vous poserez la question, mais comment je vais faire? Osez manager votre manager, osez aller vers lui. Osez rendre visibles les réalités du terrain, les problématiques du terrain.
Osez challenger ces KPI. 3 critères pour les KPI, retenez cela. Intention, attention, émotion. Intention, quelle est l'intention de la KPI? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce que l'objectif est bien fixé? Attention, à quoi je dois faire attention? À la data, à la donnée qui alimente ce KPI. Et enfin, émotion, si vous préférez énergie. À l'annonce de ce KPI, est-ce que ça génère de la frustration dans l'équipe ou ça crée de la dynamique? Intention, attention, émotion. Et avec tout ça, qui sait? On changera peut-être la définition du mot KPI et qu'elle ne soit plus Key Performance Indicators, mais qu'elle devienne Keep People Interested. Car c'est ce qu'il y a de plus important, de garder les gens intéressés, de garder les gens impliqués. Et j'espère l'avoir fait aujourd'hui, de garder les gens inspirés. Merci. Un petit remerciement. Je remercie ma petite famille pour sa patience. Préparer un talk, ça demande beaucoup d'énergie. Le club SMJ, des copains, Sébastien Descamps, Fabien Lamarque et Bruno Sabot, et toute l'organisation du DevQuest pour la naissance de ce talk. Merci. On a une dizaine de minutes pour les questions, donc exprimez-vous. Merci d'avance pour vos feedbacks, c'est très important pour moi. Donc merci de remonter vos avis. Alors je ne l'ai pas fait avec un formulaire, hein, c'est open feedback. J'y ai pensé, mais... Et il y a le champ libre d'expression. Est-ce que vous avez des questions ou une remarque, n'importe quoi? Il ne faut pas mettre la main sur l'antenne, sinon ça marche. Je vois qu'il y a certaines startups qui parlent de North Star Metric. Est-ce que tu peux trouver un moyen de mettre en relation des KPI avec cette North Star Metric quand tu as vraiment besoin de justifier tes actions, quoi? Je vois le truc. Ça, c'est un vaste sujet. J'ai du mal déjà avec sa notion de North Stars. J'ai du mal à croire qu'on peut trouver un... Alors, dans les startups, pourquoi pas? Parce que comme on est petit, avoir un fil conducteur commun. Après, ce fil conducteur, c'est quoi? C'est l'objectif souvent rêvé. Quel est l'objectif rêvé? Cet objectif rêvé, ensuite, se décline en micro-objectifs stratégiques. Et ensuite, ça se décline en objectifs, en actions. Et ces actions peuvent être ensuite quantifiées. Et donc la performance, c'est ce qu'on en fait derrière. Tu vois l'idée? Tu as l'idéal. Comment mon idéal se devient une stratégie? Ma stratégie, comment ça devient un what finalement? En fait, tu as un why, what, how. Et en fait, le how, ce qui est important, c'est que tout le monde y participe, et surtout les principaux acteurs et actrices, les équipes de dev. C'est clair pour toi? Ça, une référence, c'est le coaching pour la performance, coaching for performance. Tu as cette pyramide qui permet de dire comment je découpe mes objectifs et ensuite comment je fixe des choses quantifiables derrière. Mais pas que des chiffres et des lettres aussi, c'est bien. Méditez. Ouais, du coup, je rebondis en même temps sur cette question-là, sur comment fixer ses objectifs, parce que tout à l'heure, tu parlais de chiffres de 80%, de 10 releases par an, etc. Toi, dans les expériences que tu as vues, comment en général sont fixés ces objectifs-là? Parce que pour moi, en général, quand j'utilise des métriques pour suivre en tout cas la performance de l'équipe, je m'en sers juste pour avoir un point de repère et de voir dans quel sens ça va à chaque fois qu'on fait des changements dans l'équipe. Si ça descend, on revient avant. Si ça monte, tant mieux, on continue. Et du coup, c'était l'avis que je voulais avoir de ce que tu avais vu, c'est comment en général étaient fixés ces nombres et pourquoi ils étaient fixés, d'où ils sortaient. Dans les expériences que j'ai vues, donc la démarche que tu mentionnes, ça c'est très bien. Moi, dans ce que j'ai vu, c'est vraiment du top-down, c'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas forcément développeurs ou qui n'ont pas eu même pas développeurs, ils se disent ça serait bien qu'on couvre 4/5 de notre code pour être rassuré. Mais pour faire une généralisation, parce qu'ensuite, ta stratégie, c'est plus simple de faire comme ça. En fait, si tu fais au cas par cas, c'est plus dur pour eux de mettre en place une stratégie, établir une stratégie. Donc en fait, ils quantifient comme ils peuvent, mais derrière, ça ne reflète pas les réalités du terrain. Et c'est là où il y a un micmac. Et
Et pourtant, ça ne serait pas grand-chose d'aller chercher l'information auprès des équipes en disant, mais qu'est-ce qui fait foi pour vous, en fait? Et à partir de là, tu peux ajuster ton niveau. Par contre, le fait que tu me dis, c'est que vous ajustez vos seuils en fonction, ça, c'est une approche qu'il faut absolument faire. Mais moi, très souvent, j'ai vu, c'est ça, et on n'en démord pas, et point. Et ça se répercute sur l'année, quoi, voire plus. Donc moi, j'ai plutôt vu ce genre de stratégie top-down sur des grosses orgas. Hein. Maintenant, sur une startup, tu as une communication de proximité avec la direction qui est différente. Donc, tu peux éventuellement être... les développeurs conseillent plus, ils peuvent conseiller plus en général. Avec plaisir. Une autre question? Mais écoutez, merci beaucoup de votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à poser du feedback, s'il vous plaît. Et puis, bonne continuation. Merci.